Une nuit d'encre vient de remplacer rapidement la lumière vive de la journée lorsque des ombres inquiétantes nous font stopper net. Un frisson glacé nous traverse à la vue de ces énormes bêtes, de ces insectes immenses qui se dressent vers les étoiles, immobiles, comme hypnotisés ou bien morts. Ils ont des mâchoires et des dents effrayantes, des pattes bizarres, une petite tête au bout d'un long cou levé vers le ciel, à la façon d'une menthe religieuse. Nous nous approchons. Enfin, je m'approche, car il y reste caché sous sa feuille, pétrifié sur place. La carapace des monstres est extrêmement dure et froide. Ces gros insectes sont bien morts, à moins que ce ne soit leur chrysalide ou leur mue abandonnée, ou qu'ils soient partis sous d'autres cieux à la façon des papillons, des libellules ou des cigales. Je fais signe à mon froussard d'assistant de me suivre. Une petite lumière brille près d'ici. Nous nous faufilons vers elle, entre les monstres menaçants. Elle provient d'une petite cabane faite de la même matière que les monstres. Je sens soudain l'odeur d'un chien, un gros chien jaune qui dort devant la cabane. Nous nous glissons dans son épaisse fourrure, bien décidés à passer le reste de la nuit au chaud. Il y a là quantité de puces tellement gavées et repues qu'elles sont incapables de répondre à nos questions. Le soleil rose se lève. Le chien jaune aussi. Un homme sort de la cabane. Il a la peau blanche et une seconde peau en tissu qui lui couvre le corps. Un Indien blanc comme jamais je n'en ai vu. Il bâille, se gratte la tête, puis donne un coup de pied aux fesses du chien. Le chien grogne, se gratte, et nous voilà par terre, devant sa grosse truffe humide. Je l'interroge aussitôt sur l'interminable trace dans la terre et des monstres qui nous entourent. Il me répond alors dans un charabia incompréhensible. Tous les mots y sont mélangés et mal articulés, les verbes à l'infinitif. Oh là là, j'avais complètement oublié qu'au contact des hommes, les animaux perdent peu à peu l'usage de la parole. J'en profite pour expliquer à Ellie comment un animal domestique relâché dans la nature est incapable de communiquer avec les autres animaux. Il se laisse bien souvent mourir de tristesse et de faim. C'est donc péniblement que le chien nous livre une information de toute importance pour mon enquête. La seule chance que nous ayons de retrouver notre chère reine, c'est de monter dans l'engin où tous les animaux capturés par les hommes de la cabane sont rassemblés. Le chien semble sincère. Pour lui, pas de doute possible. Notre poil appartient à un Indien blanc comme ceux qui le nourrissent et lui donnent des coups de pied aux fesses tous les matins. Reste à trouver le bon. Nous y voilà. L'engin est rempli de caisses et de cages. Il ressemble à un oiseau. Ellie est fière de m'apprendre que les Indiens de la forêt parlent souvent entre eux d'un oiseau de fer qui les effraie et les fascine à la fois. Mais où va-t-il chercher tout ça ? Il doit avoir des oreilles partout. Les animaux sont tenus prisonniers dans des cages. Ils sont terrorisés ou résignés et nous écoutent parler sans dire un mot. Soudain, l'oiseau de fer se met à trembler et à avancer de plus en plus vite. En fait, il s'agit bien d'un oiseau, car bientôt nous quittons le sol et nous nous envolons pour une destination inconnue. Les singes et les oiseaux s'agitent et crient. Je ne suis pas très rassuré non plus. Inquiet, certes, mais émerveillé ô combien. La forêt est magnifique vue d'en haut. La ligne de terre rouge paraît bien ridicule comparée au fleuve qui trace son chemin à travers l'épaisse forêt. Il ressemble à un énorme serpent sombre et sinueux. Sa surface brille sous le soleil du matin. L'oiseau de fer vole plus haut que l'aigle, plus vite que le faucon, et c'est sans doute aussi le plus vorace des rapaces si je me réfère à tous les animaux prisonniers dans son ventre. Tous se sont tus maintenant. Reste le vrombissement de l'oiseau, car c'est aussi le plus bruyant des oiseaux. Et ce n'est pas fait pour diminuer la panique qui règne parmi les oiseaux captifs. Où les amène-t-on et pourquoi ? Notre reine est-elle encore en vie ? Sommes-nous au moins sûrs de la trouver là où nous allons ? Ellie s'interroge, m'interroge, interroge les prisonniers, mais nul ne peut répondre à ces questions. Il m'avoue aussi que sans moi à ses côtés, il serait mort de peur depuis longtemps. Il trouve que je suis un détective formidable. Il est très bien ce petit.
Pendant ce temps, le paysage a complètement changé. Le fleuve est toujours là, mais les arbres ont été remplacés par d'innombrables constructions, comme autant de fourmilières géométriques. L'oiseau de fer perd de l'altitude, nous approchons vraisemblablement du but. L'oiseau s'est posé en douceur. Des Indiens blancs recouverts d'une seconde peau orange ouvrent son ventre de métal. Vite! Nous nous cachons dans une caisse. Nous n'y voyons plus rien, mais nous sentons qu'on nous transporte ainsi que tous les autres animaux qui s'agitent à côté de nous. Nouveau vrombissement, nouvel arrêt, déchargement et terminus. Tout le monde descend. Nous jetons un œil dehors. Tout est gris. Pas un arbre, pas une feuille. Partout d'immenses fourmilières carrées. Les Indiens blancs vivent comme les fourmis, mais dans une jungle de béton. Rien à voir avec nos Indiens de la forêt. À ce stade de l'expédition, je me dis, mandibule de savon, te voilà en pleine science-fiction. Fini les entrelacs de lianes. Tu n'es plus chez toi, il va falloir faire preuve de jugeote et d'intuition pour trouver ta chère reine ici. Et hop, en route pour visiter ce dédale mystérieux. Nous avons à peine quitté le lieu où les caisses sont entreposées que nous tombons sur une bande de cafards en vadrouille. Dégoûtant mais sympathique. Il nous indique illico la salle où se trouvent tous les animaux exotiques. On dirait que la roue a tourné, et si la chance nous souriait enfin. Nous passons devant un garde qui n'a pas l'air commode. Il veille devant la porte comme une fourmi soldat à l'entrée des galeries. Au bout d'un long couloir et de quelques petites pièces sombres, s'ouvre une immense salle. Nous sommes à peine dépaysés tellement ce bâtiment ressemble à une fourmilière géante. Par le poil mystérieux, que vois-je? Des dizaines d'animaux de toutes sortes sont là, alignés bien sagement. L'interrogatoire va être long. Le poil appartient peut-être à l'un d'eux. Pour gagner du temps, mon assistant et moi posons nos questions chacun de son côté. Mais pas plus le lion que l'éléphant, la gazelle ou la hyène, le crocodile que le tatou, nul ne daigne répondre. Auraient-ils perdu leur langue? La langue est tout le reste, répond une voix derrière moi. Une petite souris grise m'affirme que tous ces animaux sont morts depuis longtemps. Il ne reste plus que leur peau et leurs poils. Leurs yeux sont en verre et leur corps est rempli de paille. Elle en a d'ailleurs profité pour faire son nid tout là-haut, dans la tête de la girafe, pour échapper aux attaques du chat qui hante les lieux. C'est que moi, je ne peux pas m'enfuir en volant comme Coco le toucan, dit-elle. Soudain, une ombre élancée se profile sur le mur où se sont posés à tout jamais des centaines de papillons. C'est le chat qui approche. Au moment où j'aperçois ses grandes moustaches blanches, je ne vois déjà plus que la petite queue rose de la souris. Accablé par le spectacle de tous ces animaux empaillés, je rejoins Ellie. Il est en train de s'énerver après un petit singe muet qui regarde dans le vide. Allez viens, inutile d'insister. On a dû réserver à notre regrettée reine le même sort qu'à tous ces papillons épinglés sur le mur. C'est en cherchant la sortie, la tête basse, que mon assistant trouve un nouveau poil identique au nôtre. Puis, sur le dallage d'un couloir, un deuxième poil, puis un troisième encore. La piste nous guide ainsi jusqu'à une petite pièce mal éclairée, remplie de vitrines et d'objets bizarres. Un vieil Indien blanc est assis là. Il a des poils plein le menton, les mêmes que le nôtre. C'est lui le kidnappeur de notre reine. Nous grimpons sur le bureau et là, devant nous, trônant dans une cage de verre, notre reine, vivante. Notre reine est vivante. L'homme au menton poilu l'examine avec intérêt, sous tous les angles. C'est vrai qu'elle est belle, notre reine. Mais sait-il qu'elle est 1000 fois plus précieuse pour nous que pour lui, car nous sommes des milliers à attendre son retour. Mais attention, prudence. Il ne s'agit pas de se faire repérer si près du but. Ellie et moi nous regardons. Il m'a compris. Nous attendrons que l'homme et ses poils au menton quittent la pièce pour nous montrer à visage découvert. Enfin, la voie est libre. La reine nous reconnaît aussitôt. Elle jubile et fait des petits bonds dans sa prison de verre. Elle nous prie de l'aider à sortir de là. La force des fourmis rouges n'est pas une légende, et bientôt, nous avons suffisamment soulevé la cloche de verre de son socle pour que la reine puisse se glisser jusqu'à nous. La reine est enfin libérée. Nous quittons vite le laboratoire et remontons les grands couloirs, le long des vitrines, des animaux empaillés et des squelettes. La reine, aux anges,
ne tarit pas d'éloges et nous promet de belles récompenses. Je ne sais pas ce qu'elle entend par là, et je n'ose pas lui demander. Mais l'heure n'est pas encore aux réjouissances. Nous sommes loin de chez nous, et il est trop tard pour crier victoire. Nous repassons par la grande salle des animaux exotiques en silence, impressionnés par le nombre des bêtes enlevées à la forêt. Coco, 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 coco. Un toucan avec son bec énorme et coloré vole vers nous. C'est sûrement Coco le toucan. Notre reine le reconnaît aussitôt et nous explique que c'est la mascotte du musée. Le pauvre est enfermé ici depuis de nombreuses années et les hommes l'ont rendu fou. Il ne sait plus dire que son nom. Coco, 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 Coco. Il va nous faire repérer s'il ne se tait pas tout de suite. Il abandonne le dos du rhinocéros et se pose devant nous. Il nous observe de près, intrigué. Le vieux barbu entre dans la pièce et il s'approche de Coco, un fruit bien mûr à la main. Mon assistant me tire par la patte. Il m'indique discrètement le dos du toucan. Mais où veut-il en venir ? Élie me chuchote à l'oreille qu'il faut faire confiance à l'instinct de Coco, qu'il est notre seule chance de revoir la forêt. Et oui, mais oui, évidemment, il a sûrement raison. Je lui tape dans le dos, puis j'aide notre reine à grimper sur le plumage de l'oiseau. L'homme est tout près et se penche vers Coco. Il lui tend le beau fruit juteux. Mais il a dû nous apercevoir, car il réajuste ses lunettes sur son nez et écarquille les yeux en reconnaissant notre reine. Il lâche son fruit qui roule au pied du rhinocéros et essaie d'attraper son toucan. L'oiseau, apeuré, s'envole vers le plafond où pendent d'immenses squelettes de baleines. L'Indien barbu nous poursuit à travers toute la salle, bientôt rejoint par le gardien, pas commode de l'entrée, qui a entendu le raffut. Coco panique, vole dans tous les sens, entre les cornes et les oreilles des animaux pétrifiés indifférents au tapage. Il finit par se cogner à la fenêtre, il s'égosille « Coco, 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 Coco » et échappe de justesse aux grandes mains du gardien dans une envolée de plumes noires. Il tente de s'enfuir par une autre fenêtre. Il prend de l'élan et vlan brise la vitre de son gros bec. Il se retrouve dehors et nous avec. Sous l'effet de la peur, le toucan retrouve tout son instinct d'oiseau libre, nous explique Élie. Celui-là, il m'épate. Maintenant, Coco vole au-dessus des toits et le vieil homme crie le nom de sa mascotte, les bras levés vers le ciel. Il n'est déjà plus qu'un tout petit point. Nous nous accrochons aux plumes du toucan. Coco file sous le couvercle de nuages, file au-dessus de la ville. Je lis encore la peur dans ses yeux vifs. Mais il ne crie plus, on dirait qu'il vient de se réveiller. Le plus lucide des toucans vole droit vers la forêt d'instinct. Notre reine rayonne de bonheur et me félicite, elle se croyait perdue. Je renvoie à juste titre les honneurs à mon assistant et au toucan. Sans la grande idée de dernière minute d'Élie et sans l'instinct de Coco, nous serions encore prisonniers du musée. Ce ne sera d'ailleurs plus un assistant qui accompagnera désormais Mandibule dans ses enquêtes, mais un associé de valeur. Mon associé, très ému par mes paroles, laisse alors échapper le fameux poil devenu inutile. De tout le voyage, il ne l'avait pas lâché, veillant sur le seul indice précieux qui pouvait nous mettre sur la piste. Nous le regardons voltiger un moment dans les airs et disparaître complètement dans le bleu du ciel. Faisant confiance à Coco, heureux d'avoir retrouvé sa liberté, nous nous installons confortablement au milieu de ses plumes et nous nous laissons bercer. Cette enquête, menée tambour battant, nous a complètement épuisés. Alors que nous allions nous assoupir, notre reine nous secoue et nous fait signe de regarder vers le bas. Notre forêt est là, magnifique.